Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, le 245e, celui de la XPeng P7 Plus. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Une limousine ultra confortable de plus de 5 mètres de long qui passe de 10 à 80% de capacité de batterie en seulement 12 minutes, tout ça pour moins de 50 000 €. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Sur papier, la proposition est très alléchante, mais qu'en est-il dans la vraie vie? Parce que le papier, on lui fait dire absolument ce qu'on veut. Bref, quelles sont les qualités, mais également les défauts de cette XPeng P7 Plus? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours, le premier trajet et ensuite le grand essai chez Subaru. Après le Solterra 2026 il y a quelques jours, eh bien je prendrai le volant du Subaru Uncharted, une nouveauté, cousin technique du CHR Plus de Toyota. Qu'est-ce que ça vaut? J'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les prochaines semaines. Je vous en reparle tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'avant, sans surprise, on retrouve une signature lumineuse qui occupe toute la largeur de la voiture. Les phares, ça aussi, c'est la tendance, se retrouvent déportés un peu plus bas. On a des volets mobiles en partie basse pour permettre de refroidir les éléments techniques en cas de besoin et, quand ce n'est pas le cas, améliorer la pénétration dans l'air en fermant les volets. On a ici un profil de fastback sur cette voiture avec des lignes finalement assez épurées. Notez que la partie supérieure de la voiture est toujours noire pour marquer la différence et sans doute fluidifier visuellement la ligne de cette voiture. La partie la plus torturée, ce sera l'arrière, avec là aussi une signature lumineuse qui occupe toute la largeur, mais surtout un double becquet. Voilà qui a le mérite d'être original. Perso, c'est un peu moins mon truc, sans pour autant être rédhibitoire. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette P7 Plus? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, 3 versions sont disponibles, 2 sur certains marchés comme la Belgique, qui se passe de la version d'entrée de gamme, qui est la version autonomie standard propulsion avec un seul moteur électrique situé sur le train arrière. C'est également le cas sur cette version intermédiaire, version donc d'entrée de gamme en Belgique, c'est l'autonomie étendue propulsion, toujours un seul moteur électrique situé à l'arrière, mais plus d'autonomie, comme son nom l'indique. Et puis la version performance transmission intégrale, avec donc 2 moteurs, ça c'est la version haut de gamme, un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Là on a plus de 500 chevaux, 670-670 Nm de couple, et puis un 0 à 100 expédié en moins de 4 secondes et demie. Ça bombarde, mais attention, sur cette version, l'autonomie chute un petit peu. Concernant le poids de cette XPeng P7 Plus, eh bien en autonomie standard propulsion, on est sur 1999 kg précisément, 1999 kg. Sur cette version intermédiaire, on ajoute 101 kg. On est donc à 2100 kg et puis 2200 kg, encore 100 kg de plus pour la version supérieure, la version à 2 moteurs. Concernant la charge tractable, là ce sera 1500 kg si la charge est freinée, 750 kg si la charge n'est pas freinée. La boule d'attelage est d'ailleurs l'une des seules options disponibles sur cette voiture. La batterie qui sera chargée d'alimenter le ou les moteurs électriques, ce sera dans tous les cas une batterie à la chimie LFP, lithium fer phosphate, avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 100%, puisque chimie LFP, vous profiterez donc tous les jours de l'autonomie maximale proposée par cette voiture, le tout en respectant évidemment les consignes du constructeur. L'autonomie la plus importante, c'est donc avec cette version, autonomie étendue propulsion que vous l'obtiendrez, 530 km. On n'est donc pas ici sur une autonomie record, certaines concurrentes font largement mieux. Par contre, 530 km, ce sera largement suffisant pour le quotidien. Et puis pour les longs trajets, la force de cette P7 Plus, ce sera sa vitesse de recharge qui écrase la concurrence. On en parle maintenant. Pour alimenter la batterie haute tension qui se situe sous le plancher entre les 4 roues, eh bien direction l'arrière du côté droit, et en ouvrant la trappe de recharge, on constate avec bonheur la présence d'un premier connecteur, celui qu'on va utiliser le plus régulièrement, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, la recharge du quotidien, connecteur qui ne dispose pas d'un petit cache. On a un joint ici autour qui est largement suffisant, et c'est tant mieux, ça fait une petite manipulation en moins au quotidien. Il est relié
batterie a un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui est tout à fait la norme. Alors le constructeur ne communique pas sur les temps de recharge sur le courant alternatif, mais on peut les estimer à environ 6 heures avec la plus petite batterie, 7h30 avec la plus grosse. Concernant la recharge sur le courant continu lors des très longs trajets au superchargeur, pour ça il faut la somme des deux connecteurs. On retire donc le petit cache en partie inférieure et là on a des puissances acceptées qui sont assez élevé, très élevé même, grâce à l'architecture 800 volts. Avec la petite batterie, on peut monter jusqu'à 350 kW de puissance. Et puis, avec cette grosse batterie, eh bien là, on peut monter jusqu'à 446 kW. Ça, c'est la théorie. Ça permet de recharger de 10 à 80% en 12 minutes seulement. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? J'ai testé pour vous. Me voici arrêté à une station de recharge Total Energy que j'ai trouvée grâce à l'application gratuite Charge Plus de Total Energy. J'ai ma carte de recharge Charge Plus que je vais passer maintenant devant le lecteur de l'une de ces bornes, des bornes qui délivrent 400 kW. Alors cette voiture, elle accepte 446 kW. Mais c'est compliqué de trouver des bornes au-delà de 400 kW, ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, cette station de recharge est flambant neuve. Elle fait partie des dernières mises en service par Total Energy, qui compte le réseau le plus vaste en Europe. Il y a toujours une station de recharge Total Energy proche de vous, voilà qui est extrêmement rassurant. Alors sur ce hub de recharge, on peut également utiliser un aspirateur pendant qu'on recharge, profiter du Wi-Fi également. Mais ce qui m'intéresse, c'est bien sûr la recharge, et on va voir avec ce chargeur de 400 kW maximum, eh bien quel sera le temps de recharge? Ce sera forcément plus que les 12 minutes pour passer de 10 à 80% en théorie revendiqué par Xpeng, beaucoup plus ou un petit peu plus? La réponse dans quelques instants. Démarrage de la recharge à 16h20, il y a bientôt 2 minutes avec 10% dans la batterie. Alors on est sur un chargeur 400 kW, la voiture accepte 446 kW. Est-ce que ça va faire une si grande différence? Eh bien, on dirait que pas vraiment, puisque la voiture prend pour l'instant le maximum que peut lui délivrer le chargeur, c'est-à-dire aux alentours de 400 kW. Et après maintenant 2 minutes, on est déjà repassé à 26%. Et la voiture annonce maintenant 9 minutes. Donc finalement, on pourrait être dans les clous des 12 minutes pour passer de 10 à 80%, alors qu'on est sur un chargeur qui ne délivre que, entre guillemets, 400 kW. Je vous rappelle pendant que ça charge que Total Energy est maintenant partenaire du programme Power Goodies. Alors ça consiste en quoi? C'est très simple. Vous téléchargez l'application Power Goodies, elle est gratuite évidemment, et chaque fois que vous rechargerez à une station Total Energy, eh bien vous allez accumuler des points, et plus de points, ça fait plus de récompenses, des récompenses en chargeant, des récompenses également en quittant la station de recharge à chaque fois que vous avez terminé la recharge, donc sans vous éterniser évidemment quand ce n'est plus nécessaire. Donc pour ça aussi, vous recevez des points, c'est gratuit, alors autant en profiter. Téléchargez dès maintenant l'application Power Goodies. On est maintenant déjà à 50% de capacité de batterie alors qu'on charge depuis 5 minutes seulement. C'est absolument incroyable. Les kilomètres défilent, les pourcents aussi. On est déjà à 51%. Et la voiture prend toujours 325 kW à passer 50% de capacité de batterie. Waouh! Là, ça fait 10 minutes que la voiture est branchée et on est, vous le voyez, à 73%, 73%. C'est juste incroyable. Voilà, 74, 74. C'est fou, c'est incroyable. Bon, je m'attendais à 13, 14, 15 minutes peut-être sur un chargeur 400 kW alors qu'elle en prend 446. Et pourtant, on a démarré à 16h20, il est 16h31 et on est presque à 80%. Voilà, on vient d'atteindre les 80%, donc 12 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie, alors qu'on est sur un chargeur qui n'atteint pas ce que la voiture est capable d'encaisser, c'est-à-dire 446 kW. Si vous passez beaucoup de temps sur la route, si vous êtes commercial, si vous devez faire des arrêts de recharge extrêmement courts, ça c'est vraiment un très gros avantage. Notez enfin que pour être tout à fait complet, toutes les versions de la Xpeng P7+ sont compatibles V2L. Ça veut dire qu'à partir du port de recharge, eh bien vous allez pouvoir alimenter des appareils électriques externes jusqu'à une puissance de 3,3 kW. C'est toujours pratique. L'ouverture du haillon, elle est électrique évidemment et le volume disponible est très confortable malgré l'espace gigantesque disponible à l'arrière, on le verra dans un instant. En général, c'est l'un ou c'est l'autre. Ici, on a les deux jusqu'à 573 litres, 573 litres banquette arrière en place et jusqu'à 1931 litres banquette arrière fractionnable 60-40 complètement rabattue. Dans le coffre, on retrouve un crochet de chaque côté, une prise 12 volts à droite, un élastique de maintien à droite également et puis un sous-coffre
assez vaste pour ranger les câbles de recharge et tout ce que vous voudrez qu'on ne voit pas depuis l'extérieur, puisque malheureusement, il n'y a pas de couvre-bagages. Et puis sous le capot, malheureusement, là non plus, il n'y a pas de frunk, pas de coffre avant. C'est dommage. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Xpeng P7+, me voici installé à l'arrière où il y a pas mal de choses à dire, des choses extrêmement positives. On rappelle que cette voiture, c'est du tout inclus, à l'exception de la boule d'attelage. Ça veut dire que tout ce que je vais vous citer comme équipement est inclus de base. Voilà, il n'y a pas d'option à ajouter. Donc ici, avec le siège avant réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90, voilà ce que ça donne. Le seul petit bémol, c'est que je peux difficilement rentrer les pieds sous le siège avant, hein, ça cogne un petit peu, mais comme il y a beaucoup de place à l'arrière du siège, bon, c'est pas très grave. J'ai les cuisses qui pourraient reposer un petit peu plus sur la banquette, mais là aussi, j'ai déjà été bien plus mal. Par contre, au niveau de l'espace ici, au genou, c'est royal. Concernant la tête, ça passe sans problème également, merci au toit vitré. Et puis en largeur aussi, c'est sans problème. On est quand même très bien installé dans cette voiture. Et si le passager avant fait un petit effort avec son siège un petit peu plus haut, ce sera encore mieux. Après, tout le monde ne voyage pas avec 1m90, 1m90 à l'arrière et à l'avant. On est vraiment dans une situation un peu extrême. Concernant le toit vitré, il bénéficie d'un traitement qui lui permet de se passer de vélum. Il a fait pas mal ensoleillé cette semaine. C'est vrai que j'ai pas eu le sentiment d'être dans une serre, donc ça fonctionne plutôt bien. On voit déjà les belles finitions, hein, la feutrine qu'on va retrouver un petit peu partout, cette sorte d'Alcantara qui amène un côté très chic à cet intérieur. Au niveau des poignées, il y en a une, deux, 3, pas de poignée pour le conducteur, en même temps c'est rarement nécessaire. Si je continue à descendre, on a des très beaux sièges ici, mais pas de poche aumônière, ni derrière le conducteur, ni derrière le passager. Par contre, le passager, il a un petit équipement en plus, il s'agit d'une tablette. Voilà, une tablette qu'on va pouvoir déployer ici pour poser son ordinateur et travailler avec son ordinateur. Et si on veut avancer le siège avant, parce que là, vous le voyez, il est un petit peu trop sur mes genoux, eh bien, c'est possible également. Il suffit d'utiliser l'écran central et vous allez pouvoir, eh bien, avec cet écran, repousser ce siège vers l'avant. Voilà. Et bénéficier du coup d'un espace beaucoup plus généreux encore. Bref, la meilleure place dans cette voiture, c'est pour ça qu'on l'appelle limousine, que je l'appelle limousine, eh bien c'est clairement à l'arrière du côté droit ici. Là, c'est carrément royal. Et si vous en voulez encore plus, eh bien il y a les petits boutons sur les portières pour abaisser encore le dossier de la banquette arrière, en deux parties évidemment, hein, ça suit le découpage naturel. Et là, vous avez vraiment toute la place pour voyager. C'est vraiment très sympa. On peut circuler très confortablement, vous le voyez, à l'arrière de cette voiture. Si je descends encore, eh bien parlons de cet écran hein, justement qui permet de gérer la ventilation et le chauffage des sièges à l'arrière sur les deux places principales. C'est pas fini. Il y a également le massage, plusieurs modes de massage, plusieurs intensités. Oui, ici à l'arrière également. Sur une voiture à moins de 50 000 €, c'est quand même assez incroyable. Bien sûr, on peut régler la ventilation ici à l'arrière et puis on peut choisir la musique, zapper, etc., choisir sa source sonore et éventuellement éteindre l'écran ici si vous voulez vous reposer. C'est possible également. Bref, c'est assez confortable. On va rappeler le siège dans sa position initiale. Voilà, c'est hyper facile. Je rappelle qu'on est sur une voiture à moins de 50 000 €. Tout ça est de série. C'est vraiment très bien. Concernant le sol, on a bien sûr un plancher entièrement plat. Il y a beaucoup de place. Et donc, le passager central ici, ce sera moins confortable au niveau de l'assise et au niveau du dos. Mais il n'aura aucun problème à caser ses deux pieds. Concernant la connectique, là c'est le petit bémol ici à l'arrière, c'est qu'on a une prise USB-C, mais une seule située ici à l'arrière de la console centrale. Voilà, j'aurais préféré deux prises USB-C et idéalement des prises situées sur les sièges, sur les côtés des sièges, hein, comme chez Hyundai Kia. Ça aurait été vraiment pas mal. Ça aurait été la petite cerise sur le gâteau. Ce sera donc le seul petit bémol ici à l'arrière. Pas vraiment de surprise en s'installant dans la P7+, c'est du style chinois de très bonne facture.
on aime ou on n'aime pas. Deux intérieurs sont disponibles, le noir ou comme ici le blanc, et ce sans supplément. Rien à dire concernant le choix des matières, essentiellement moussées, et concernant les finitions, c'est construit avec beaucoup de sérieux et toutes les commandes, très douces, participent à l'impression de premium ressenti. On en a clairement ici plus que pour son argent en matière d'équipement, de présentation, de ressenti, si on compare avec la concurrence certainement européenne. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. C'est parti pour la description de cet intérieur, ça va aller assez vite, il n'y a pas beaucoup de commandes physiques. Sur la portière conducteur en partie haute, rien du tout. En partie intermédiaire, les vitres électriques et le verrouillage centralisé ainsi que le bouton d'ouverture et la poignée de fermeture de la portière. En partie basse, le vide-poche, malheureusement pas recouvert de feutrine ni équipé d'un fond antidérapant. Sur la planche de bord à gauche du volant, rien du tout, si ce n'est l'ouverture du capot en partie basse. Un volant qui est à réglage manuel. À gauche, la commande vocale, la touche étoile personnalisable et une roulette ainsi que deux autres touches qui peuvent servir à pas mal de choses en fonction de la situation, de la modification de la température à celle de la vitesse avec le régulateur de vitesse activé ou encore la distance par rapport au véhicule qui précède. Une distance qui reste d'ailleurs mémorisée d'un trajet à l'autre, c'est très bien. À droite, on va retrouver les réglages du volume, les fonctions audio, la navigation également dans l'écran d'infodivertissement. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants, essuie-glace, avant uniquement et appel de phare. Et puis à droite, le sélecteur de sens de marche ainsi que l'activation de la conduite assistée. Face au conducteur derrière le volant, le combiné instrument d'une diagonale de 8,8 pouces. Ensuite, plus loin, l'affichage tête haute qui est extrêmement complet dans cette voiture avec les infos de base, mais également, si on le souhaite, la voiture dans son environnement, pour les aides à la conduite et même l'image de la caméra latérale qui correspond au clignotant activé. Ça fait d'ailleurs un peu beaucoup d'infos, j'y reviens sur la route. Au centre de la planche de bord, l'écran d'infodivertissement de 15,6 pouces de diagonale, j'y reviens dans la suite. Sous l'écran, les ouïes centrales du système de ventilation et plus bas encore, deux emplacements pour smartphone qui proposent la recharge ventilée par induction. Ensuite, les deux porte-gobelets et plus en arrière, sous la coudoir centrale encore du rangement assez vaste, habillé de feutrine et dont le fond est recouvert d'un tapis antidérapant amovible, c'est top. Sous la console centrale, un espace de rangement ouvert qui accueille également la connectique avec une prise USB-A, une prise USB-C et une prise 12 volts. La boîte à gants, enfin, elle s'ouvre via l'écran d'infodivertissement, elle est de contenance correcte et elle aussi bénéficie d'une finition très soignée. Notez qu'on a également un rétroviseur numérique sur cette voiture, rétroviseur caméra qui, petit bémol, eh bien, a tendance à hésiter en matière de luminosité quand la luminosité extérieure varie énormément, notamment en début et en fin de journée, ou si vous passez dans des tunnels, etc. Et du coup, il y a une sorte d'adaptation qui se fait un peu par flash, comme ça, qui est pas toujours très très agréable, qui attire l'attention en fait inutilement. Voilà pour la description de l'intérieur de cette Xpeng P7 Plus. On va maintenant s'intéresser au système d'infodivertissement. Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions, après une semaine au volant de cette voiture, on va aller faire un petit tour ici du côté du système d'infodivertissement. Alors concernant l'écran de base, c'est celui-ci, celui que vous obtenez via la petite touche maison. Vous pouvez soit le laisser comme ceci, soit supprimer cette partie et avoir la carte en grand. C'est possible également. Vous pouvez également avoir les aides à la conduite en temps réel. Si j'active la voiture, voilà ce que ça donne. Les aides à la conduite en temps réel, sans avoir la partie carte à droite. Personnellement, j'ai roulé essentiellement comme ceci durant cette semaine avec un tiers sur les infos et les aides à la conduite et 2 tiers consacrés à la carte. Alors la carte, on va y revenir un petit peu plus tard. On simulera le trajet vers Marseille. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui se trouve autour. Ici, on a exactement la même chose que ce qui est affiché dans l'écran instrument. On a ici les infos de base liées à la connectivité, l'heure, le pourcentage de la batterie, etc. Et puis en partie inférieure, on a tout ce qui concerne le chauffage et la ventilation à gauche et à droite. On peut rentrer dans le menu si on le souhaite par ici, c'est vraiment intuitif. Menu audio par ici également. Voilà, ici on est sur Apple CarPlay et on utilise par exemple Spotify et on peut revenir à l'écran par défaut ici. Ici, Apple CarPlay, Android Auto, ça s'affiche au bas de l'écran, un bas d'écran qui est entièrement personnalisable, vous le voyez, il y a moyen d'ajouter pas mal de choses, notamment concernant les sièges, etc. Donc c'est possible. L'été, par exemple, si vous utilisez très régulièrement la ventilation du siège, eh bien d'aller déposer ça ici en dessous pour y avoir accès beaucoup plus facilement. Et quand c'est terminé, vous appuyez ici sur effectuer. Donc ici en dessous, personnalisable, on a pas mal de choses. Ici l'ouverture de la boîte à gants, on l'a dit. Ici le réglage
réglage du volume, des volumes, accessible également depuis la place passager. Et puis, si je rentre davantage dans les menus liés à la voiture par exemple, un menu à la Tesla, hein, c'est très efficace, ça fonctionne vraiment très très bien. On va revenir ici, vous voyez que c'est très très fluide également, hein, c'est très agréable à utiliser. Et puis ici, eh bien, on peut avoir les applications qui s'affichent et que vous allez pouvoir sélectionner. Vous voyez qu'il y a des petits bugs d'affichage ici, notamment sur Médias Locaux, ça chevauche ce qui se passe à gauche et à droite, c'est pas bien grave. Et des erreurs de traduction, j'en ai pas vu beaucoup vraiment cette semaine, en tout cas aucune qui m'a vraiment choqué. On va maintenant rentrer l'adresse qui nous intéresse à chaque fois, à savoir Marseille. Voilà, c'est en mémoire. Commencer. Voilà, génération d'itinéraire. On a 37% de batterie actuellement et je veux évidemment, puisque j'ai une portée insuffisante, c'est indiqué ici, je veux ajouter des chargeurs, recharge de stations de charge sur le trajet. Voilà, les stations de recharge ont été ajoutées. On est donc à 37% de batterie pour l'instant et donc on a une recharge assez rapide ici. On peut imaginer qu'avec un départ à 100%, eh bien on se passerait de cette recharge, de cette première recharge. On aurait donc grosso modo 3 recharges, 25, 19 et 16 minutes. À chaque fois, on a la puissance, à chaque fois, on a le détail des chargeurs visités. Ici, voilà, on a 2 sur 14 qui sont disponibles. Chargeur de 300 kW ici. Évidemment, la voiture, elle peut prendre 446 kW dans cette version. Mais bien sûr, encore faut-il que le réseau de recharge suive, ce qui sera sans doute le cas dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà, donc arrivé à 25% à Marseille à 2h19 du matin. On ne va pas à Marseille cette fois, mais vous le voyez, le planificateur d'itinéraire est plutôt efficace. Voilà qui est certainement très très rassurant. On revient en arrière sur l'écran par défaut. Nous voici de retour ici en Belgique et on va bien y rester. D'autant plus que là, je vais prendre la route et vous livrer mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Pour démarrer, ça se passe comme sur toute voiture électrique moderne, c'est-à-dire avec le pied sur le frein. Vous actionnez ensuite simplement le sélecteur de sens de marche vers le haut pour la marche arrière, vers le bas pour la marche avant. Et vous n'avez plus qu'à accélérer avec cette Xpeng P7+ pour profiter des performances, du silence, mais aussi et surtout du confort. Un confort qui passe par les suspensions, j'y reviens dans un instant, et puis par les sièges aussi, des sièges en cuir nappa qui sont à réglage électrique avec mémoire, des sièges chauffants, ventilés, massants aussi, c'est la totale dans cette voiture de série. Un regret, ne pas pouvoir actionner tout ça via des commandes physiques sur la portière par exemple, ce qui est toujours plus ergonomique que de devoir passer par l'écran d'infodivertissement, même si je dois l'avouer, la commande vocale peut le faire aussi de manière très convaincante. Elles sont toutes là, les aides à la conduite, et là vous me direz, normal, c'est une chinoise. Mais est-ce que tout est bien calibré? Et ça, c'est loin d'être le cas sur toutes les chinoises. Alors, bonne nouvelle, dans cette voiture, il y a les X-Combo, des scénarios intelligents qui vont se lancer automatiquement et vous permettre de récupérer vos préférences de réglage à chaque démarrage, selon certains critères, sans devoir vous plonger dans l'écran d'infodivertissement. Dans les faits, ça fonctionne vraiment très bien et vous pouvez configurer tout ça via l'application Xpeng avec des X-Combo déjà préconfigurés ou bien vos X-Combo personnels, ce que vous voudrez configurer pour votre usage en particulier. Concernant le fonctionnement de la conduite assistée, le paramétrage de l'alerte de franchissement de ligne ou encore l'alerte d'attention, là par contre, il y a encore du boulot. L'alerte de franchissement de ligne et l'alerte d'attention sont trop peu permissives, ce qui va faire qu'au bout d'un moment, vous aurez simplement envie de les couper via les X-Combo. Et concernant la conduite assistée, il est vivement conseillé d'utiliser le changement de voie assistée pour avoir un ressenti qui est fluide. Si vous le désactivez, vous devrez en quelque sorte casser le maintien dans la voie à chaque changement de fil sur autoroute. Alors heureusement, contrairement à Tesla, si vous ne mettez pas la main au portefeuille où vous devez ensuite réactiver la conduite assistée, ici non, elle le fait toute seule, mais tout de même, devoir forcer la direction pour changer de voie, c'est ni intuitif, ni fluide. Un conseil donc, utilisez le changement de voie assisté pour une expérience plus fluide, une meilleure expérience en conduite assistée, parce que le maintien dans la voie, lui, il est très très convaincant. La voiture, elle se maintient parfaitement au centre de la voie de circulation, même dans des zones complexes, quand il y a des lignes provisoires, dans des travaux par exemple. Donc je ne doute pas qu'en conduite entièrement autonome, Xpeng est déjà très très avancé, mais en conduite semi-automatisée, là c'est moins bien calibré que ce qu'on pourrait imaginer et que ce qu'on retrouve dans d'autres marques premium ou pas d'ailleurs.
La suspension pilotée de série sur une voiture à moins de 50 000 €, c'est assez bluffant et en plus, c'est plutôt efficace. Alors évidemment, on n'est pas encore au niveau du premium allemand avec des suspensions pneumatiques, des voitures à 150 000 €, mais bon, on n'est pas non plus dans la même gamme de prix. Et ici, je peux déjà vous dire que ça filtre très bien les irrégularités de la chaussée, les sensations au volant et même globalement à bord de cette voiture en matière de confort et de comportement, c'est très premium. 4 modes de conduite sont proposés, économie d'énergie, confort, sport et individuel. Ce dernier mode vous permettant évidemment de personnaliser pas mal de paramètres, la réponse au niveau de la puissance, de la direction, de la pédale de frein, de la suspension et de la récupération d'énergie, dont je vous reparle dans un instant. On a vraiment fait du bon travail chez XPeng, dont la P7 Plus est une vraie invitation au voyage. Tout ça est très cohérent. Et pendant vos plus ou moins longs trajets, vous profiterez d'une insonorisation qui est très poussée dans cette voiture, parmi les meilleures de la catégorie. C'est vraiment un régal. Voilà qui amène une touche supplémentaire de premium. Tout cela, je le disais, est très cohérent. Bruit de roulement et bruit aérodynamique sont très bien filtrés, rien à dire. Et concernant la partie audio, vous pourrez profiter d'une installation à 20 haut-parleurs, dont 2 sont dédiés au conducteur, qui peut choisir de n'entendre par exemple les instructions de navigation ou encore les appels téléphoniques que dans son appui-tête. L'idée, elle est sympa, mais malheureusement, même avec le volume à fond, certains appels téléphoniques sont difficilement audibles. Il y a encore là aussi un peu de travail. Pour le reste, le système sonore donne entière satisfaction, même s'il n'est pas signé par un grand nom de la hi-fi. Ses prestations sont tout à fait honorables. Diamètre de braquage, 11,7 mètres. Entre trottoirs, attention, ça reste correct, compte tenu de la longueur de cette voiture. Une fois les dimensions bien en tête, le gabarit de la voiture bien assimilé, et même en l'absence de roue arrière directrice, eh bien, je n'ai eu aucun mal cette semaine à circuler en ville et globalement dans les parkings, les espaces exigus, bien aidé par l'aide au stationnement, très convaincante, et le système de caméra à 360 degrés, très performant lui aussi. Alors oui, ces dimensions peuvent faire peur à cette voiture, mais au final, les choses se passent plutôt bien. La récupération d'énergie s'appelle X-Pedal. 4 modes de récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur sont disponibles. Désactivé, basse, moyenne et élevée. Ce à quoi s'ajoute une commande mode arrêt pour obtenir l'arrêt complet. Pas de latence au lever de pied de l'accélérateur, ce qui va faciliter le dosage de la récupération d'énergie et donc du ralentissement, c'est très bien. Et avec le niveau le plus élevé de récupération activé et la fonction mode arrêt activé également, eh bien tout ça fonctionne vraiment très bien. On a une vraie conduite à une pédale. C'est intuitif, puissant, vous n'aurez recours à la pédale de frein que vraiment de manière très occasionnelle, et ça au quotidien ça change la vie. Si vous êtes régulièrement confronté à des trajets dans les embouteillages, à basse vitesse, franchement avec tout ça activé, alors ça ne supprime pas les embouteillages, ça ne supprime pas vos trajets domicile-travail, mais ça les rend un petit peu moins pénibles. Pas de phare matriciel sur cette P7 Plus, c'est dommage, mais des phares et des feux entièrement à technologie LED. Allumage et basculement, feu de route, feu de croisement sont automatiques. Quant à savoir si ça fonctionne bien, je dois vous avouer que cette semaine, les journées étant très longues en cette période de l'année, eh bien je n'ai pas eu l'occasion de vraiment rouler dans le noir le plus total. Impossible donc de vous donner mon avis, je vais pas vous inventer des infos que je n'ai pas testées. Si vous avez une expérience avec cette voiture en matière d'éclairage extérieur, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et puis concernant l'éclairage intérieur, il est très en phase avec le positionnement un peu premium de cette voiture. Les réglages sont assez nombreux au niveau des couleurs, de l'intensité, etc. via le système d'infodivertissement. Et cet éclairage intérieur vient rehausser cette sensation de cosy qu'on va ressentir à bord de cette voiture, ce qui est plutôt sympathique. L'autonomie théorique de cette voiture, la version donc intermédiaire, grande autonomie, c'est 530 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 13 et 30 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 16 kWh au 100. Et cette valeur très raisonnable, elle va m'autoriser un peu plus de 400 km réels sur une charge complète, donc de 100
à 0% dans les conditions de parcours et météo de cette semaine. Et puis on l'a vu avec la simulation du trajet vers Marseille tout à l'heure, avec une recharge à 80% exclusivement sur autoroute, eh bien vous allez quand même pouvoir rouler à peu près 300 km avant de devoir recharger moins de 20 minutes aux alentours de 10% et de repartir pour 300 km. Donc c'est vraiment bien. Ça veut dire que avec cette voiture, on n'a pas une énorme batterie, qui veut dire une énorme autonomie, mais aussi beaucoup de poids. Non, on a une batterie de taille raisonnable aux alentours de 70-70 kWh. Du coup, on a une batterie moins lourde, une voiture moins lourde et donc des consommations qui restent maîtrisées. Par contre, on profite d'une recharge très rapide et ça, je pense que c'est le combo gagnant. Petite démonstration avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette voiture, pour la conclusion de ce grand essai également. Je suis donc justement ici sur voie rapide, j'ai activé la conduite assistée et la voiture se maintient parfaitement au centre de la voie de circulation. Si je veux dépasser la voiture qui se trouve devant moi, eh bien là je vais actionner le clignotant et pas besoin de regarder dans le rétroviseur, etc. Non, juste actionner le clignotant avec les mains sur le volant et je vois dans l'affichage tête haute que la voiture, tout en faisant attention à la voiture qui vient derrière, eh bien, se déporte. Donc, les histoires de devoir regarder dans le rétroviseur que j'ai lu dans vos commentaires, c'est pas du tout ça. Non, il suffit d'actionner le clignotant avec les mains sur le volant. Je vais le faire maintenant avec le retour sur la voie de droite. Voilà. Et je vois dans l'affichage tête haute, qui est très très complet, je le disais tout à l'heure, eh bien que la voiture maîtrise le centrage sur la voie de circulation, maîtrise le dépassement en vérifiant les voitures qui se trouvent aux alentours. C'est donc très très convaincant. Là par contre, je viens de désactiver l'assistant au changement de voie dans les menus du système d'infodivertissement. Et donc si je mets le clignotant à droite pour me rabattre, eh bien il ne se passe rien. Non, je dois mettre le clignotant et forcer la voiture à quitter le centrage sur la voie de circulation. C'est cette petite chose qu'il faudrait régler pour que, en l'absence du système de changement de voie assisté, eh bien, on puisse quand même récupérer la main facilement au moment où on met le clignotant et envoyer manuellement la voiture sur la voie à gauche ou à droite. Ça, c'est le petit bémol qui me dérange un peu. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. Concernant cet exemplaire d'essai, on est sur une version d'entrée de gamme en Belgique, milieu de gamme sur les autres marchés, c'est-à-dire l'autonomie étendue, propulsion, prix de départ 46 990 €, 46 990 €. Les options dont cette voiture est équipée, la peinture graphite grey, 800 € en Belgique et en France, 800 francs suisses en Suisse, comme le Silver Frost d'ailleurs gris clair et le Midnight Black noir. Seul le blanc est de série. En option gratuite, vous avez donc l'intérieur, noir ou blanc. La boule d'attelage électrique est également disponible contre un supplément de 1190 €, 1190 € en Belgique et en France, 1190 francs en Suisse. Mais cette voiture d'essai n'en est pas équipée. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 47 990 €, 47 990 €. Surfez sur le site internet de Xpeng qui correspond à votre pays, configurez votre PC de plus idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel. Pour les particuliers, le private lease. Et il y a au moins deux avantages à choisir cette formule. Le premier avantage, c'est la valeur résiduelle. Combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans, compte tenu des évolutions technologiques extrêmement rapides dans le domaine de la voiture électrique, eh bien malin est celui qui peut le déterminer aujourd'hui. Et dans ce cas-là, eh bien, comme la valeur résiduelle est déterminée par la société de leasing au début du contrat, eh bien, ce n'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra la voiture, c'est la société de leasing. Vous, à la fin du contrat, vous avez juste à remettre les clés et la voiture. Vous n'avez pas à vous soucier de combien elle vaut encore. Deuxième avantage, c'est la maîtrise du budget. Vous payez tous les mois un loyer mensuel qui est donc le même, quel que soit ce que vous allez faire avec votre voiture pendant le mois. Donc s'il y a des frais à payer, des taxes, de l'assurance à renouveler, des pneus à changer, eh bien le montant reste le même puisque tout est inclus dans la formule de leasing que vous payez. Voilà au moins deux bonnes raisons d'aller faire un petit tour sur le site internet d'Arval, demander une offre, ça n'engage à rien.
Définitivement, en conclusion, la Xpeng P7 Plus propose un rapport prix-prestation pas seulement intéressant ni très intéressant, mais très intéressant. Espace, performance, efficience, confort, équipement, autonomie, vitesse de recharge, franchement tout y est. Et concernant l'ergonomie, les routines personnalisables X-Combo permettent de couper sans même appuyer sur la moindre commande, des bips de survitesse, d'attention du conducteur et de maintien dans la voie un petit peu trop envahissants. Évidemment, si le maintien dans la voie et la surveillance du conducteur étaient mieux calibrés, plus permissifs, nul besoin de les couper, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Des aides à la conduite encore perfectibles, ce sera donc le défaut majeur de cette voiture. Par contre, en conduite entièrement assistée, eh bien là, je peux vous dire qu'avec également activé l'assistance au changement de voie, c'est assez bluffant. On sent que la voiture est parfaitement dans ses lignes, gère parfaitement le changement de voie et ça, c'est vraiment très rassurant. C'est plutôt les solutions hybrides entre les deux qui sont encore un petit peu perfectibles quand la voiture doit effectuer certaines actions mais que le conducteur aimerait en effectuer d'autres en même temps. C'est là que ça coince parfois un petit peu, notamment au niveau du maintien dans la voie qui reste un petit peu collant quand on veut reprendre la main pour changer manuellement de voie de circulation. Pour le reste, il n'y a pas de couvre-bagages dans le coffre, ni de frunk, de coffre avant et on retrouve une seule prise USB à l'arrière et pas deux. Mais ça, c'est sans doute un petit peu moins gênant au quotidien. Et puis cette voiture, elle est grande, très grande, ce qui pour certains sera peut-être un avantage, mais pour d'autres, un inconvénient également. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous le disais, on retournera chez Subaru après le Solterra 2026. Place au tout nouveau Uncharted. J'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout dans une couleur particulièrement voyante, vous le verrez. Ensuite, on restera chez Subaru avec le e-Outback, très grand frère du Solterra, un véhicule pour voyager en famille, en 100% électrique, avec pas mal d'avantages là aussi. J'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. La Renault Twingo, bien sûr, format beaucoup plus compact. Il y a pas mal de choses qui ont été dites autour de cette Renault Twingo ces dernières semaines. Je ferai le point, j'en prendrai le volant pour vous et vous saurez tout au terme d'une semaine d'essai. Et puis, on retournera chez Mercedes après le GLC il y a quelques semaines, un essai que vous avez particulièrement apprécié d'ailleurs. Eh bien, ce sera le GLB cette fois, qui lui aussi a été renouvelé, un GLB 100% électrique qui ne manque pas non plus d'atouts. Je tenterai de vous les présenter tous dans cette vidéo, mais également les petits défauts, on ne les oublie pas. Merci de votre fidélité à Charging Station. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci mille fois de votre fidélité. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à la partager, ça aide à faire grandir la chaîne. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.